Nous restons donc un moment sur le Burkina Faso où Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition, a été investi par son candidat, par son parti candidat à la présidentielle de novembre prochain dans le pays. Alors, Dimas Dikodo, la question avant la pause, c'est de voir, on ne peut pas parier que c'est le tour de Zéphirin Diabré cette année. Oui, ce n'est pas acquis d'avance. Il y a beaucoup de contingences qui fait partir Kaboré, du moins ce qui fait acquérir les faveurs de pronostic à Kaboré. Il y a beaucoup de paramètres. Nous avions parlé de problèmes de guerre visible qu'on livre contre l'invisible. Alors, deux guerres d'ailleurs. La première, c'est la guerre des djihadistes qu'on livre, qui est livrée à toute la population. Alors, les gens vont dire que, bon, dans ce cas, il faut se mettre ensemble derrière le chef pour pouvoir combattre l'ennemi invisible là, qui nous a envoyé. De l'autre côté aussi, c'est la Covid-19 qui n'est pas aussi à négliger, et dont on a besoin d'hommes de poigne de défi, quelqu'un qui a déjà quand même quelque chose de bien établi pour pouvoir affronter la situation. Mais aussi et surtout, le problème ethnique ou ethniciste n'est pas à négliger aussi au Burkina, quand on sait que la royauté, longuement, mon confrère Ambroise a parlé du patriotisme et tout le monde connaît le degré de patriotisme des Burkinabés. Et donc, la royauté, c'est quelque chose d'un tout petit peu sacré chez eux. Et il n'est pas loin qu'un Kaboré soit vu comme un Moronaba vis-à-vis de Zéphirin Diabré. Et donc, les Mossi vont se mettre derrière leur chef, alors que c'est pratiquement l'ethnie majoritaire là-bas. Ils vont se mettre derrière leur chef pour pouvoir le soutenir et lui faire remporter la victoire. Donc, quand bien même ce n'est pas acquis d'avance, ce n'est pas tout à fait perdu aussi. Oui, moi je voudrais ajouter l'équilibre qu'il y a entre les trois candidats. C'est-à-dire que il y a l'étoffe politique. Il y a l'étoffe politique. Il y a le cheminement historique que tous les trois ont fait dans l'ancien parti unique. Il y a aussi comment on l'appelle. C'est vrai, il y a le volet ethnique régionaliste qui est là. On savait que Sankara n'était pas Mossi. Mais avec cette révolution, c'est ça même qui l'a coûté. C'est passé par les Occidentaux et que Sankara a dû céder par la mort. Donc aujourd'hui, il est clair que s'il faut, on me demande de pronostiquer sur qui va gagner ces élections. C'est vrai qu'il peut y avoir un point de vue vraiment scintillant et univoque autour du président sortant, parce qu'il a le sortant, il a les manettes du pouvoir, il a le levier du pouvoir, il a l'argent, il a tout. Mais c'est pourquoi j'avais dit en amont que si éventuellement ces élections devaient être transparentes, il faut toujours craindre. Même si on peut envisager un second tour dans un format classique transparent, toujours le pronostic est difficile à faire. Sauf qu'on peut retrouver par surprise le candidat de l'ancien parti unique de Blaise Compaoré et le président sortant, parce qu'il y a des nostalgiques de l'ancien parti. Ils vous diront qu'au temps de Blaise Compaoré, on n'a pas de terrorisme, on n'a pas de problèmes économiques, on n'a pas tant, le pays était en paix, comme quelqu'un le dirait ici au temps des Aldemar, tout ça là, alors qu'il y a des choses qui se passaient avec sans le hasard. Beaucoup de choses se passent, les opposants ont été chassés du pays, les gens ont été tués. Ça se passait comme ça, exactement au Burkina Faso. La preuve, Sankara a été tué. Maintenant, aujourd'hui, avec toute cette crise sécuritaire que le Burkina vit sous le règne de Kaboré, je vous dis que le risque, c'est de retrouver dans une élection presque équitable, relativement équitable, le président sortant et avec un certain relativisme près, le candidat du PDP. C'est ça, non? C'est le PDP, non? Le président, le parti de Blaise Compaoré. Le CDP plutôt, le CDP. Donc ce candidat peut être face
je ne prononce rien, mais je donne des pistes au vu des frustrations que certains nostalgiques, surtout dans les campagnes, ce que les gens n'arrivent plus à cultiver à cause des terroristes, ils diront que si c'est Blaise Compaoré qui était là, on ne serait pas dans ces conditions, alors qu'ils oublient les conditions, les fourre-tout que Blaise Compaoré aussi a créé aux gens quand il était au pouvoir. Donc, le jeu est totalement ouvert. Je voudrais terminer ici en disant, sur le volet culturo-géopolitique, lié, le Burkina est comme le Ghana en Afrique francophone. C'est-à-dire, quand on parle du nationalisme, l'authenticité et les valeurs culturelles de chez soi, en dehors du Ghana qui est anglophone, c'est le Burkina en Afrique francophone de l'Ouest. Donc, je crois que les gens ont appris la leçon de la révolution. Il y a des points positifs de la révolution qui se reflètent aujourd'hui au Burkina Faso. Si ça aussi peut avoir un incident sur l'électorat, à ce qu'on retrouve un candidat demain président, je ne sais pas qui maintient aussi cette valeur de la révolution, si ce n'est Benoît Sankara, qui n'est pas dans la course, et qui était l'opposant aussi, un opposant redoutable lié à l'assassinat de Thomas Sankara, mais qui n'a pas eu la chance d'émerger comme les autres. Il y a aussi, puisqu'on parle d'élections sur le continent, il y a toujours ce débat sur l'union de l'opposition. On a une opposition burkinabé qui va en rang dispersé, même si Zéphirin Diabré est soutenu par un mouvement, Génération ZEF 2020, qui regroupe une centaine de partis politiques et associations. Toujours est-il que l'opposition n'y part pas en rang serré, et ça fait toujours les affaires du parti. Oui, bien sûr. C'est ce que je disais tout de suite, d'ailleurs, que là, je me dis que Komboigo, la présence de Komboigo plutôt va faire l'affaire de Kaboré, étant donné que ça va fragiliser un tout petit peu Zéphirin. Vous voyez, non? Sur le plan révolutionnaire, pratiquement tous les candidats partagent cela. Tous les Burkinabés se mettent dans cette peau. On est un peu obligé aujourd'hui, finalement. On est un peu obligé, quelque part. On est un peu obligé. Mais je me dis que Zéphirin veut danser un tout petit peu sur le psychologique des Burkinabés en se mettant déjà dans la peau du président de la République. Parce que pour aller se présenter comme candidat à une présidentielle, on n'a pas besoin de prêter serment. Pas besoin de prêter serment. Je ne sais pas si c'est son parti qui a inscrit ça dans ses chartes, mais je me dis que on n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas, comment l'appelle-t-on, ce n'est pas quelque chose de pérenne. Être candidat, c'est quelque chose de très, très, comment on l'appelle, très très éphémère. Où vous gagnez ou vous ne gagnez pas, vous revenez encore dans votre réalité. Vous voyez, non? Mais donc, allez prêter serment pour quelque chose qui va durer quelques mois et puis, bon, je ne sais pas. Mais je me dis que le faisant, il veut se mettre simplement dans la peau d'un homme d'État qui s'engage à défendre valablement peut-être quelques valeurs qu'il croyait perdues. Et donc, le jeu est ouvert, très compliqué, que le meilleur gagne même, mais j'aurais préféré vraiment, je ne suis pas burkinabé, je ne vais pas voter, et puis moi, mon opinion ne va même pas influencer quoi que ce soit, qu'on puisse faire encore confiance à Kaboré pour stabiliser le pays. Parce que je me dis, avec tout ce qu'il traverse actuellement, tout ce que le pays traverse actuellement, est-ce que les changements brusques au sommet de l'État peut soutenir l'État encore ou bien risque de... Ça, c'est au peuple burkinabé de décider. Oui. Alors, ça, c'est un point de vue simple. Il y a aussi d'autres personnalités qui ne sont pas des moindres et qui sont en course qu'on ne cite pas. Hein. Il y a l'ex-premier ministre Kadri Désiré Ouedraogo qui est là. Il y a Gilbert Noël Ouedraogo qui était allié à Compaoré. On a déjà parlé d'Edi Komboigo. Il y a aussi Tahirou Bari qui est un ancien ministre démissionnaire de Kaboré. Donc, on n'a que des poids lourds dans la course. Oui, d'aucuns peuvent voir le Burkina sur le chiquier africain comme étant le maillon faible de la chose économique du pays, sauf que l'ancrage culturel et authenticitaire du Burkina aujourd'hui est révélateur.
du jeu Pas démocratique. devenir Mobutu Sese Seko, hein. Avec l'authenticité. Oui. Tu m'as rappelé une chanson que Mobutu avait appris à Edema avec les Bacchus, la tenue fétiche là. Ouais. Donc, c'est aujourd'hui le Burkina aujourd'hui en termes sécuritaires paie le prix de sa révolution. Je ne sais pas, parce que vous savez, les Occidentaux ont tendance à nous envoyer un message sur les points sur lesquels on ne souhaiterait pas voir l'Afrique évoluer. Le cas du Burkina Faso avec cette révolution a énervé certains dans les milieux occidentaux, parce que ça pourrait être un cas d'école pour les autres, d'autant plus que nous on a nos intérêts, l'Europe ou la France a ses intérêts qu'elle doit chercher à prendre. Mais avec cette révolution-là, est-ce que ça ne crée pas une émulation au sein d'autres peuples africains? La preuve, quand Macron devait descendre pour un discours choc, contraire à ce que Sarkozy a servi au Sénégal, c'est le Burkina qui l'a choisi, et devant les étudiants, devant les élites. Donc aujourd'hui, l'autre chose que je suis en train de voir par rapport à ces élections-ci, il ne faut pas l'ignorer, c'est la crainte d'une crise post-électorale. Parce que quand les crises s'annoncent souvent au vu des poids lourds qui s'engagent dans la course. Parce que le cas de Kaboré il est président sortant. C'est vrai que de loin, il est visiblement calme. Sans problème, on a fait son portrait de la même chose que Kadri Désiré. Mais Komboigo, l'extérieur ne le maîtrise pas tellement. Il y a forte chance que l'on retrouve une crise post-électorale au Burkina Faso liée à la contestation électorale. Mais je dis, si le jeu et le respect de la révolution lié à la transparence électorale, c'est encore joué au Burkina Faso, de toutes les façons, le peuple est aux aguets, le peuple burkinabé, nigérien comme malien, c'est des peuples qui ne se laissent pas faire, même togolais, sauf que dans un contexte togolais très militarisé, il n'est pas tellement évident de revoir tout le temps le Togolais dans la rue. Donc, cette révolution, les gens l'ont payé cher par leur sang, et les trois n'ont pas droit à l'erreur de jouer sur une élection à fibre ethnique, comme on le voit aujourd'hui en Guinée, et qui risque de cristalliser la crise sécuritaire qu'il y a déjà dans le pays, et qui fait, si on fait le bilan de ceux qui sont morts aujourd'hui au Burkina Faso dans ces 3-4 dernières années, c'est lourd. Donc, celui qui viendra prendre la tête du Burkina Faso, on ne me dira pas que Komboigo, qui remplace ainsi, qui a eu l'onction de Blaise Compaoré, pouvait faire l'affaire. Rien n'est moins sûr. D'autant plus qu'on se disait qu'au temps de Blaise Compaoré, jouait sur la fibre de négociation avec les djihadistes. Sauf que d'aucuns n'ignorent pas qu'il peut y avoir des liens contigus entre ces djihadistes et le monsieur par les négociations à travers, par Occident interposé. Donc c'est ça. Donc ils peuvent aussi jouer sur ça. Si vous votez Komboigo, rassurez-vous qu'il y aura la sécurité. C'est des choses qui risquent de venir dans la campagne et qui risquent de cristalliser les choses qui peuvent amener les violences préélectorales avant de rentrer même dans les contestations post-électorales. Je pense que moi, ça va se jouer sur la maturité des candidats. Et du message qu'ils auront envoyé à leur militant. Je ne vois pas un novice parmi eux. Ce sont tous pratiquement des poids lourds de la politique burkinabé. Ils n'ont pas intérêt à faire sombrer encore ce pays plus qu'il ne l'est déjà. Et donc, moi je compte sur eux, et je sais qu'ils vont prendre beaucoup d'envol pour pouvoir planer sur tout ce qui serait considéré comme la défense d'intérêts personnels pouvant faire sombrer le pays. Donc, crise post-électorale, même si ça peut s'annoncer, je pense que ce serait vraiment minime, facile à... Donc, en tout cas, qui sera contenu rapidement. Le Mali maintenant, nous allons parler là d'une véritable crise qui est déjà présente. Et ce sommet extraordinaire de la CEDEAO, les dirigeants donc de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest tiennent ce lundi un sommet extraordinaire par vidéoconférence pour proposer des mesures visant à résoudre la crise politique au Mali. Le sommet intervient après l'échec d'au moins 2 missions
À Bamako, ces missions n'ont pas réussi à réconcilier le gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta, dont la démission est réclamée par un mouvement de contestation. Est-ce qu'aujourd'hui, Ambroise Mondjo, cette visioconférence peut proposer quelque chose de différent que ce que les 5 chefs d'État sont allés proposer jeudi dernier? Non, je ne crois pas. À entendre les discours, à entendre les reportages par-ci, par-là sur les chaînes internationales, je crois que les chefs d'État qui étaient la dernière fois de façon lourdement descendus sur le terrain malien, qui pensaient avoir la solution magique, comme ils l'ont imposé ici au Togo, avaient fait l'erreur de vouloir coûte que coûte s'arc-bouter sur ce que leurs envoyés ont déjà cherché. Je crois que les Togolais aussi se retrouvaient dans les experts constitutionnels qui étaient sur le terrain, même si ça n'a pas été dit. Moi, j'ai vu un Togolais. Le président de l'université de Lomé. Voilà, j'ai vu Kokroko passer comme ça dans la caméra. Je me disais que c'était une illusion optique, mais je me dis que peut-être c'est lui. C'est bien que les Togolais soient sollicités pourvu que le droit, l'immensité de la personne puisse refléter ce qui doit être fait là-bas, vraiment très loin de la politique togolaise qui se fait ici. Donc, je crois que la CEDEAO a commis une grave erreur au Togo et pensait pouvoir répliquer la même erreur au Mali, alors que les contextes sont différents et l'enjeu même là-bas, les défis qui sont là-bas sont tellement différents. Là-bas, il y a un imam qui est un politique qui a été à l'école et qui engrange des foules, pas des moindres. Donc, face à cette situation, la CEDEAO n'a qu'à jouer la carte de l'apaisement, la carte de la transparence dans les négociations. Et l'article que je suis en train d'écrire actuellement, ça porte sur la ligne rouge dont on parle. Entre la CEDEAO et le peuple malien, qui doit tracer une ligne rouge? Que l'on me réponde à cette question. C'est le peuple malien qui trace la ligne rouge, pas la CEDEAO. La CEDEAO, c'est un syndicat de chefs d'État. Il y a les principes. Les principes, pour eux, je crois. Par exemple, à la CEDEAO, un protocole additionnel sur la démocratie et les droits de l'homme. Je suis d'accord que le président qui a été élu, on voudra que ce président finisse son mandat, selon la Constitution. Je suis d'accord, ça c'est légaliste. Mais il y a le légitimiste que les gens ignorent. Parce que Diko a amené l'autre au pouvoir. La légitimité est conférée pour une durée. Hein. Ouais, bien sûr. C'est la même légitimité qui est remise en jeu actuellement. Oui, justement, c'est ça toute la question. C'est une question simple. Quand on parle de légitimité, pour une durée, avant terme, la légitimité, je sais. Il y a un processus aussi pour retirer cette légitimité à quelqu'un. C'est les élections. Pourquoi c'est toujours en Afrique de l'Ouest que nous avons ces appréhensions? Tabombe qui a été appelé à quitter le pouvoir avant la fin de son mandat. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Mais ça, le président de la République, c'est un peu comme il est mandaté par le parti. Oui. Donc le parti peut le rappeler. Afrique du Sud, Zimbabwe, c'est un peu la même chose. Vous voyez la dichotomie et les erreurs que nous avons dans nos constitutions francophones, qu'on copie directement de la France, alors que la France a fait en sorte qu'il y ait une stabilité chez elle là-bas. Vous voyez l'erreur, la dichotomie, l'erreur monumentale que nos dirigeants, pour leurs propres intérêts, créent en Afrique de l'Ouest. Pour revenir à ta question. La CEDEAO voudra jouer à la force. Elle va échouer. Elle va échouer. Et elle va échouer lamentablement. Et cet échec sera la jurisprudence. Alors, moi, je ne voudrais pas être à la place des 15 chefs d'État aujourd'hui, mais il y a comme un dilemme. En même temps où vous pouvez vous réunir par visioconférence et réaffirmer des principes forts, il y a une ligne rouge. IBK ne doit pas partir. Le terrain a une réalité. Vous avez des milliers de personnes qui sont dans la rue qui disent qu'il doit partir. Il faut affirmer des principes et s'en tenir, hein, et ne pas bouger d'un trait. Une chose est sûre, si le peuple, en tout cas, si ceux qui manifestent au Mali, je ne veux pas parler du peuple parce que ce n'est pas le peuple qui manifeste. Les manifestants sont différents du peuple. Et si ceux qui manifestent au Mali réussissent d'une manière ou d'une autre à faire partie IBK, il faut savoir que celui qui va arriver ne sera pas accepté par la communauté internationale. Que ce soit au niveau de la CEDEAO, que ce soit au niveau des Nations Unies et les autres poids lourds de la communauté internationale, que ce soit politique ou économique. Et donc, il faut reconnaître ça, parce que soit on veut faire la démocratie et
on l'a fait dans son entièreté, où on veut toujours remettre en cause tout ce qui est acquis démocratique et s'en tenir à la rue, alors avec des contestations sempiternelles, alors on le fait aussi. Et dans ce cas, on se considère comme hors la loi et avec peut-être les conséquences sur le plan international. Parce que c'est inadmissible qu'un chef religieux se lève, impose sa loi parce qu'il a des partisans et des endoctrinés à sa disposition. On met une couverture, un manteau politique et on veut chasser un politique dans un État laïque qui n'est même pas... Moi, ça me fait vraiment de la peine. Et je réaffirme encore ce principe que quand on élit quelqu'un pour un mandat, on ne peut pas départir la légitimité de la légalité simplement parce qu'il y a contestation sur le terrain. On a vu les gilets jaunes en France. Ils ont réclamé des choses, mais ils s'en sont tenus à des limites. Les manifestations en France ont été vraiment violentes. Mais alors, violentes. Mais personne n'est arrivé à dire que Macron doit partir et parce que c'est le peuple qui est dans la rue. Non, les Français pouvaient dire aussi que les gilets jaunes constituent le peuple. Alors Macron devait céder. Mais ils n'ont pas atteint ce niveau, cette ligne rouge-là. Et donc, ici, dire que parce que on est quelqu'un qui peut endoctriner un peuple, parce que quand on tient un discours religieux, c'est un discours aveugle. C'est la foi qui parle là-bas. Ce n'est plus la raison. Moi aussi, je suis croyant. Et en ce qui concerne ma foi, je ne badine pas avec ça. Alors, si on me met en branle cette fois avec un discours qui est loin de ce que les lois de la République prévoient, ben, je me dis que c'est inadmissible. C'est inadmissible. Parce que quand l'adjoint, le porte-parole de Dicko se lève et dit qu'il faut attaquer telle institution, il faut attaquer telle institution de l'État, telle autre, je me dis c'est inadmissible. C'est pas comme ça on conteste. C'est pas comme ça on fait la démocratie. C'est pas parce que on a des endoctrinés, je le dis, entre guillemets, à la limite des talibans à sa disposition, qu'on peut les lancer dans la rue pour obtenir la démission d'un chef d'État. Alors, il y a quand même un canevas à suivre pour obtenir le départ d'un chef d'État. Si il y a le système d'impeachment à leur niveau, pour le faire partir au niveau du Parlement ou au niveau peut-être de leur cadre juridique, s'il y a quelque chose comme ça, généralement, ici, c'est la haute trahison. Ben voilà, c'est la haute trahison. Là, la loi prévoit cela. Au cas contraire, on attend, il finit ce mandat parce que personne ne décrète la légitimité. La légitimité découle de la légalité que le monsieur a. Parce qu'il est légalement élu, il est considéré comme le chef de l'État. Quelqu'un a attiré notre attention la dernière fois sur un fait. C'est vrai que le fait de demander la démission du président peut paraître anticonstitutionnel, mais le président peut démissionner. Oui, le président peut démissionner. Vous voulez le contraindre à démissionner? Non, si un président... il peut après évaluation de la situation, décider de démissionner. Comme Blaise Compaoré l'a fait. Si le religieux se lève, il pousse un président à démissionner. Le lendemain, un autre président vient, élu sur des bases politiques. Et un autre religieux se lève encore pour le faire partir. Un autre, étant donné qu'on est d'ailleurs dans un État laïque, on n'est même pas dans un État islamique. On est dans un État laïque. Donc, que les catholiques se lèvent, que les catholiques se lèvent pour dire qu'ils réclament le départ du président, il y a un mélange de... que les musulmans se parlent. Au Mali, on n'oublie pas que l'imam Dicko est un faiseur de roi. Tous les politiques lui faisaient allégeance, y compris Ibeka, pour prendre le pouvoir. Moi, d'abord, je voudrais commencer en disant que dissocier la religion à la contestation politique qu'il y a aujourd'hui au Mali. Parce que Dicko n'est pas le seul à contester le régime de Ibeka au Mali du fait... Il est le chef de file. Du fait de sa mauvaise gouvernance, du fait de son laxisme vis-à-vis de l'État sécuritaire, du fait de jouer au constatateur de ce qui se produit à Kidal, à Gao et à Tombouctou.
et d'avoir laissé le pays aux djihadistes et aux Français, du fait de laisser son fils. Et comme ça se fait au niveau de la Guinée équatoriale, au niveau du Gabon et autres, au Togo ici, dans des mains népotistes. Ça, c'est le premier volet. Donc, il faut dissocier. Il y a tellement de mouvements politiques qui sont greffés au M5 qui contestent aujourd'hui le président Ibeka. Ibeka peut démissionner, effectivement. Parce qu'il sait très bien qu'en ne le faisant pas, il joue sur les braises. Parce que si le Mali bascule, c'est à lui qui reviendra le tort. Revenons sur la question des contestations des rues. Quand Dimas nous dit que le peuple est à la maison, au Burkina, ceux-là qui sont aujourd'hui dans les rues au Mali, au Burkina, c'est le 20e qui était sorti au Burkina pour chasser Blaise Compaoré avant qu'il ne démissionne. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, ceux qui sont au Mali, aujourd'hui, qui manifestent dans la rue, c'est des centaines de milliers. Il suffit de les voir dans les images, vous comprendrez qu'on dirait que c'est tout le Mali. Au moins dans la capitale, il y a une frange partie qui est sortie pour pouvoir contester la légitimité de ce président. Revenons à la question de la légalité de la légitimité. Quand on me dit que la légitimité et la légalité est contiguë, d'accord, mais c'est le peuple qui accorde cette légalité-là, sauf que si la légalité ne repose pas sur des bases électorales équitables, ce donc on conteste aussi la deuxième élection de Ibeka. Ça, on ne le dit pas. La première élection s'est déroulée très bien, et là même, Diko même a soutenu Ibeka. Maintenant, dans la deuxième, dans son deuxième mandat, son élection a été contestée. L'élection s'est mal déroulée. Donc, il faut soulever cet aspect-là en disant que c'est fort de ces éléments réunis, crise politique, crise sécuritaire, crise économique, sociale, que les gens demandent à ce que le monsieur parte. Mais s'il ne veut pas partir, Toumani était parti dans les mêmes conditions. Maintenant, s'il ne veut pas partir et qu'on laisse le soin à la CEDEAO de décider à la place du peuple, les chefs d'État ne peuvent pas être à la place du peuple. C'est là où, moi, il peut y avoir un protocole. Le protocole est clair. Ça, on parle de la démocratie, des bases fondamentales de la démocratie et des droits de l'homme. Si on se focalise sur ce protocole, naturellement, le président peut démissionner et qu'on réorganise une élection par anticipation pour retourner à la parole au peuple d'en décider. C'est ce qui devait se faire. Et demain, quelqu'un va se lever. Non, il n'y a pas de demain. On le fait sur les bases légales. On le fait sur les bases légales. Il n'y a rien de tout ce que tu dis. Il n'y a rien de tout ça. Pourquoi vous voulez que il y a quand même la CEDEAO dit la ligne rouge, c'est Ibeka ne peut pas partir. Ah oui. Moi aussi, je suis parfaitement d'accord. Doit partir. Tout le monde comprend qu'il y a crise. Oui, il y a Comment crise. on coupe la poire en deux? Parce que du côté de trouvera Ibeka, une solution. non seulement il ne veut pas partir, mais il veut aussi maintenir Boubou Cissé son premier ministre. On trouvera une solution. Et il instrumentalise la CEDEAO. Il ne peut pas se lever. Il peut pas se lever et tout donner en même temps. Si, par après, Boubou Cissé devait devenir le fusible à sauter, on va le sauter. Une chose est sûre, la ligne rouge n'est pas le Premier ministre. La ligne rouge, c'est le chef de l'État. Et je suis parfaitement d'accord là-dessus. On ne peut pas se lever parce que la rue conteste. Alors là, on doit faire quoi là? Ce qui s'est passé avec Toumani Touré, c'est déjà passé. Ce qui s'est passé avec Toumani Touré, c'est dans des contextes différents. Également. Oui. Un coup d'État. Oui. C'est inadmissible. Et donc, on ne peut pas continuer comme ça. Je dis et je le répète, la démocratie n'est pas ça. La démocratie, ce n'est pas que une contestation de rue va chasser un chef d'État. Ce n'est pas ça la démocratie. D'accord. On va essayer déjà l'heure de la pause. On va poursuivre ensemble le journal et on revient dans une dizaine de minutes.